maintenant pour nous donner une perspective directe des progrès en Asie. And now to give us a direct perspective of developments in Asia, I will ask Mr. Lim to give us the last conclusions of this seminar. Thank you, Professor Zerhouni. Thank you, Professor. Merci, professeur Zerhouni, merci, professeur Kowalski, de m'avoir invité à m'adresser devant un panel aussi prestigieux. Tout d'abord, je voulais vous dire que je ne sais pas bien quel est mon rôle aujourd'hui parmi vous, mais parce que j'ai été invité par les professeurs Kowalski et Zerhouni, j'ai accepté sans trop savoir ce que l'on me demanderait de faire. Et alors que nous descendions dans cet amphithéâtre, le professeur Zerhouni et le professeur Kowalski étaient en train de discuter de la manière dont ils allaient m'inclure. Et moi-même, je me demandais comment je vais m'inclure. Donc j'écoutais ce que Philippe présentait. Et je viens de me rendre compte que face à des experts tels que vous et des grands scientifiques tels que vous, la première règle que je m'imposerais serait de ne pas parler science. Parce qu'autrement, je risquais de m'inscrire en défaut par rapport à vous. Donc, ce que je vais faire, c'est partager avec vous l'expérience, la petite expérience d'un pays qui investit dans la recherche. Quelque chose qui, dans votre pays, où vous avez une longue tradition de recherche, est quelque chose que vous prenez pour acquis. Mais dans le cas de Singapour, ce n'était absolument pas le cas. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent la recherche de Singapour, mais Singapour est un tout petit pays très jeune, avec une petite population. Nous sommes devenus indépendants en 1965. Et au moment de l'indépendance, le PIB représentait moins de 500 dollars américains par habitant. Et le plus gros employeur de Singapour était le Royaume-Uni. Ils opéraient les bases navales, etc. Et nous savions, à cause d'une politique de désinvestissement de la part des Britanniques, nous savions que les emplois allaient disparaître à Singapour. Donc, au départ, notre objectif était de retrouver de l'emploi et d'envoyer les jeunes enfants à l'école. Donc, nous construisions à l'époque une école primaire par jour pour donner aux jeunes des opportunités d'éducation. Et il en a été de même pour beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est. Nous avons cru très rapidement grâce au modèle japonais et nous avons pensé que nous pouvions nous en sortir par l'économie. Nous avons essayé, mais nous avons trop poussé les choses et nous avons payé par notre première récession dans les années 86. Mais nous n'avons à peine eu le temps de nous remettre parce que très rapidement, après le premier choc pétrolier, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait tirer parti des technologies, des inventions technologiques pour ajouter de la valeur à notre économie. Et c'est à cette époque-là que Singapour a décidé d'investir de manière structurée dans la recherche. C'était au départ des investissements très modestes. 2 millions de dollars, ce qui représente de dollars singapouriens, ce qui représente 1 million d'euros, investis sur une période de 5 ans. Donc, c'est à partir de cela qu'à un certain moment, que nous nous sommes dit, l'investissement dans la recherche va permettre à l'industrie de Singapour d'ajouter de la valeur. Notre ambition n'était pas de faire de grandes découvertes, c'était surtout pour augmenter les capacités à Singapour. Et dans une très grande mesure, je pense que nous avons réussi. Nous avons réussi car nous avons permis au gouvernement, au public, de penser que cela valait le coup d'investir dans la recherche parce que cela ajoutait de la valeur, parce que cela créait des emplois.
Et donc, on a tout de suite vu le lien entre les stratégies économiques et les investissements en recherche et technologie. Et ça, c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui. Donc ça, c'était en 81 et nous avons maintenu ce rythme d'investissement pendant à peu près 10 ans. Et à la fin des années 90, il a fallu repenser tout cela parce que, comme certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, nous sortions de la crise financière asiatique, la même crise qui a mené à la fin du régime en Indonésie, dans la violence, et encore une fois, toute la région était dans un état de choc. Et Singapour a été entouré de pays qui ont vécu des scènes de violence dans la région. Donc, nous savions, après l'époque des semi-conducteurs et de l'informatique, nous savions que cette vague était passée et que nous allions connaître des soucis. Dans les années 80, Singapour produisait l'un des disques durs sur 2 qui était produit dans le monde. Et nous savions que notre production risquait de passer en Chine. Et c'est vrai que dans les années 90, cette production avait disparu de Singapour. Mais grâce à nos investissements dans la recherche, aujourd'hui à Singapour, nous produisons 85% des disques durs et des équipements informatiques qui sont utilisés dans les entreprises et dans les serveurs. Donc, nous avons investi dans les années 90 et nous nous sommes demandé, très bien, maintenant, à quoi faut-il que nous réfléchissions pour que nos investissements dans la recherche bénéficient à la société? Et le seul domaine auquel nous n'avions pas vraiment fait attention, c'était la recherche biomédicale. Et heureusement pour Singapour, à cette époque, nous n'avions qu'un seul institut de recherche biomédicale. Jusqu'à la fin de 99, l'Institut de recherche biologique était unique, avec des recherches plutôt basiques. Mais grâce à notre période d'investissement, qui nous avait permis de voir le lien entre investissement et résultats économiques, nous avions gagné suffisamment de confiance pour investir dans ce domaine. Donc, nous avons investi entre 2000 et 2004 et nous avons triplé notre budget pour cet institut de recherche médicale. Et c'est là que Philippe Korulski a été impliqué pour réaliser cet effort à Singapour. Et sur un plan de 5 ans, nous avons construit 5 autres instituts de recherche médicale. Et tous en recherche fondamentale, pratiquement. À cette époque-là, le gouvernement avait un appétit d'investissement à long terme. Il n'avait pas besoin de résultats à court terme. Il nous disait, très bien, on investit pour le long terme et on recrutait des capacités de manière agressive. Puis ensuite, on décidait de l'étape suivante. Heureusement, pour Singapour, il y a eu bien sûr la bulle Internet, mais l'économie a cru très rapidement. Et en 2005, il était tout à fait intéressant de voir les résultats de notre expérience, parce qu'en 81, nos investissements en recherche et développement étaient tout juste supérieurs à 1% du PIB. Quand on a étudié les choses en 2005, on s'est rendu compte qu'on investissait près de 2,3% de notre PIB en recherche. Donc cela montre une grande confiance dans la recherche et dans la science et de ce que cela peut apporter à la société. Et c'est là que nous avons regardé ce que faisaient les pays qui ont les économies de recherche qui ont le plus de succès au monde, la Suède, la Norvège. Et étant donné l'évolution du monde à l'époque, il a fallu que nous soyons encore plus rapides à Singapour. Donc nous nous sommes fixés un objectif très ambitieux, à savoir atteindre 3% du PIB en investissement, recherche et développement en 2010. Donc, la conséquence de tout cela, c'est que les investissements du secteur public ont plus que doublé. Ils sont passés de 6 milliards en 2005 à 13,9 milliards en 2006, entre 2006 et 2010. Et
non seulement on a eu cette augmentation des investissements dans la recherche, mais on a vu également s'opérer 3 grands changements quant à la manière dont nous pensions à la recherche. Pour ce qui est de la recherche médicale, Philippe vous en a parlé, nous avons continué à engranger les capacités, mais nous avons également dépensé énormément d'argent pour faire la transition vers des capacités de recherche clinique. Aujourd'hui, nous avons 7 instituts de recherche, 5 consortiums et nous avons 2 centres hospitaliers universitaires. Tout ceci en quelques années. Nous avons plus de 100 cliniciens scientifiques alors que nous n'en avions que 10 en 2006. Tout ceci s'est produit sur une période de temps très courte. Donc nous avons pratiquement toutes les capacités nécessaires pour commencer à récolter les fruits de nos investissements. Mais le glissement le plus important a été surprenant même pour nous à Singapour. Si vous reprenez la manière dont nous pensions à la recherche, pour nous, nous avons commencé très pragmatique. Nous voulions voir la recherche contribuer à l'économie. Et quand on a fait notre revue de la recherche en 2005, on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas de penser à la recherche par rapport à son lien à l'économie. C'est cette même année que nous avons vu qu'il était important d'investir en recherche fondamentale pour créer les capacités au niveau des universités. Pour le secteur public en général, le budget a plus que doublé. Mais pour le secteur universitaire, le budget de la recherche a été multiplié pratiquement par 4, car nous nous sommes rendus compte qu'il fallait augmenter les capacités au niveau des universités. Et sur cette période de 5 ans, nous avons créé 5 centres d'excellence dans les universités, avec chacun un budget de 150 millions de dollars pour mener des recherches fondamentales dans des domaines qu'ils identifiaient eux-mêmes. Donc sur cette période de 5 ans, la direction que nous avons prise était tout d'abord recherche pour avoir un impact sur l'économie, puis ensuite recherche plus fondamentale. Et au cours de la dernière revue que nous avons terminée l'année dernière, nous avons constaté que nous sommes maintenant en bonne position pour encourager la recherche en entreprise, tout en maintenant le soutien aux recherches fondamentales et en assurant la traduction des recherches fondamentales de telle sorte qu'elles bénéficient à la société en général, c'est-à-dire qu'elles donnent lieu à des applications réalisées dans les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre, lorsqu'il a été d'accord pour investir 1,5% du PIB dans la recherche publique, a également établi des objectifs de croissance de l'économie de 3,5% d'ici quelques années. Parce que l'objectif est bien que cette recherche ait un impact au niveau de la société. Lorsque nous avons commencé en 1980, il y avait 4000 emplois dans le domaine de la recherche, selon les définitions de l'OCDE. En 2009, ce chiffre avait été multiplié par 7. Et 60% de ces emplois sont dans le secteur privé. Et ce, malgré les très importants investissements dans la recherche publique. Donc la recherche privée a dépassé la recherche privée. Pour ce qui est des thèses d'État, le nombre de thèses a augmenté encore plus rapidement, ce qui représente ce qui se passe en fait quand vous faites le lien entre les investissements et l'impact. Et je ne souhaite pas prendre plus de votre temps, mais je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez à me poser pendant la table ronde, si vous souhaitez que je vous explique mieux ce que nous avons appris pendant ce grand voyage qui nous a permis d'investir en recherche et dans un pays qui est très différent de la France, où vous avez une grande tradition d'investissement dans la recherche et où cela fait pratiquement partie de votre paysage. Alors que pour nous, nous avons dû investir dans la recherche parce que nous n'avions pas d'autre choix, nous n'avions pas de ressources naturelles, nous sommes un tout petit pays, donc il nous fallait nous différencier. Et c'est en poussant la recherche que nous y sommes parvenus. Et ensuite, nous avons transformé la nécessité en vertu, ce qui nous a
permis de créer de la valeur. Je vous remercie de votre attention.